Rebonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un excellent avant-midi, que vous vous êtes régalés au dîner également. Donc, on a encore une belle programmation à vous proposer pour cet après-midi. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer nos partenaires dans le Salon des partenaires, on vous invite bien sûr à le faire à la prochaine pause. Donc, cet après-midi, nous avons un panel à vous présenter et la thématique sera « L'approche agile est-elle adaptée et applicable aux ressources humaines ?» Et d'ailleurs, on remercie encore notre partenaire Platine Kanban Québec pour la présentation de ce panel. Alors, si vous me permettez, à l'instant, il me fait plaisir de vous présenter nos panélistes cet après-midi. Et j'ai nommé tout d'abord Mélanie Lavoie, vice-présidente principale Talent et Culture chez Vosker. Bienvenue. Mildred Alphonse, conseillère principale marque employeur EDI chez Vosker également. Patrick Sené, coach en sécurité psychologique chez Transparence. Allô? Sarah Grimes, responsable de produits ressources humaines chez Lyon Électrique. Et Patrick Leclerc, analyste d'affaires chez Lyon Électrique. Et le tout sera présenté par M. Pierre Leblanc, coach agile et formateur expert chez Kanban Québec. Donc, le panel va se dérouler durant plusieurs minutes et à la toute fin, nous allons laisser quand même 10 minutes pour vous permettre de poser vos questions. Donc, je vous invite à regarder à l'instant au centre. Il y a 2 micros pour vous permettre de poser votre question. Donc, je vous retrouve un peu plus tard justement pour cette période de questions et je vous souhaite un bon panel à tous et à toutes. Alors, bienvenue tout le monde à ce panel. Donc, notre sujet aujourd'hui, l'approche agile est-elle adaptée et applicable aux ressources humaines? Donc, j'espère que vous êtes en forme après ce lunch qui était d'ailleurs délicieux. Plus fort, plus fort! Excellent, merci. Donc, comme l'a dit si bien notre présentatrice, le panel va durer 50 minutes. Il y aura une période de questions à la fin. J'aimerais commencer tout de suite avec nos invités qui ont déjà été présentés, mais j'aimerais commencer par Mélanie et Mildred. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le contexte de votre organisation et qu'est-ce qui a motivé votre décision d'adopter l'agilité? Certainement. Je commence, puis je laisserai Mildred compléter. Vosker, une entreprise en technologie de 350 employés qui a connu une croissance fulgurante dans les 3 dernières années. Moi, je suis responsable de l'équipe Talent Culture. Puis, jour J, dans ma mémoire, novembre 2022, je décide de faire une rencontre avec l'équipe Talent Culture, pour se dire, bien là, il serait temps de regarder comment on peut mieux travailler ensemble, comment on peut passer à un autre niveau de collaboration. Finalement, cet atelier-là est ressorti de ça. Beaucoup d'enjeux de collaboration, beaucoup d'opacité entre qui faisait quoi dans l'équipe. On n'était pas synchronisés quand on lançait des initiatives dans l'organisation qui avaient finalement un impact négatif sur les employés et sur les gestionnaires qui recevaient toutes sortes d'initiatives de la part de mon équipe, dans le fond, qui n'étaient pas nécessairement organisées. Des frustrations, puis il y avait plein de choses qui allaient bien, mais je dirais que principalement, on a réalisé qu'on était vraiment mûrs pour regarder notre façon de travailler. Puis c'est là où l'idée de l'agilité est venue. Moi, je viens d'une autre organisation où j'avais déjà travaillé en agile. J'ai dit peut-être que ça serait une solution à explorer. Donc, c'est de là que c'est parti. Exact. Oui, puis moi qui étais comme dans tout ce tourbillon-là, je peux dire qu'on était mûrs justement là, pour trouver une solution, une méthodologie pour pouvoir nous décoincer parce que c'était extrêmement criant, là, le besoin de trouver des façons pour pouvoir mieux collaborer. Je vais passer maintenant à Sarah et Patrick Leclerc. De notre côté, Lyon Électrique, on a eu une croissance fulgurante dans les dernières années aussi, un petit peu comme vous chez Vosker.
au point où l'équipe de ressources humaines, nos processus n'ont pas nécessairement suivi la cadence. Donc, on a pris la décision, il y a 2 ans, de se mettre en place un système d'information ressources humaines, un système vraiment là, d'informatisation de nos processus. Et puis, c'est l'implantation de ce système qu'on a mis en place dès le mois d'avril. Depuis avril. Ouais. Exactement. Puis on voulait surtout mettre en place un produit et non juste une solution. Donc, on a trouvé que l'approche agile était un des meilleurs moyens pour le faire de cette façon-là. Moi, j'ai déjà parti d'autres équipes dans d'autres organisations. J'ai eu l'expérience de travailler en agile, puis assurément, il y avait là un contexte favorable là, pour le faire en agilité. Merci. Et finalement, Patrick Sonnet. Oui, merci. Donc, moi, j'arrive du monde des TI et j'ai toujours eu une croyance forte que l'agilité pouvait aller au-delà des TI. Donc, j'ai eu à accompagner des gens dans les ressources humaines et au-delà des ressources humaines. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous, partager vos expériences. Donc, j'en dis pas plus pour le moment. Merci beaucoup. Et sur ça, je vais me retourner vers vous, cher public. J'ai une question pour vous. Levez la main. Est-ce que vous êtes ici en tant qu'explorateur? Qui est ici en tant qu'explorateur? Si vous regardez les slides, il y a une petite explication. Explorateur, ou est-ce que vous êtes ici en tant que vacancier? Ça vous a permis de prendre congé du boulot aujourd'hui. Est-ce que vous êtes ici en train de magasiner, en train de chercher d'autres approches? Et est-ce qu'il y en a qui sont ici en tant que prisonniers? C'est un peu comme ça qu'on pourrait se sentir dans une organisation qui décide de faire un virage agile. Mais ce qui va m'amener en fait à ma prochaine question. Quel a été votre parcours dans ce cheminement vers l'agilité? Quelles ont été les étapes clés, peut-être les pratiques que vous pouvez nous décrire, que vous avez fait? Peut-être que je commencerai avec Sarah. Oui. De notre côté, dans le fond, moi, j'ai débuté au niveau du choix de notre solution depuis le mois de septembre, et puis, donc il y a plus d'1 an. Et puis, depuis le mois d'avril, on a débuté notre collaboration avec nos consultants en intégration. Et bien, en fait, c'est ça, Sarah, n'ayant jamais travaillé dans ce contexte d'agilité-là, j'ai pris soin de la former en tant que Product Owner. Mais également, on a monté tout un programme de formation pour les employés Lyon, mais également nos fournisseurs. Donc, ça a été une première base, une formation pas seulement théorique, mais également pratique là, pour permettre aux gens de vraiment vivre l'expérience de l'agilité pour s'assurer d'avoir un bon départ. Avec Patrick, on a pris la peine de vraiment bien former l'ensemble des membres de notre équipe, autant à l'interne chez Lyon que chez nos consultants et tout ça, pour vraiment former une unicité au sein de notre équipe. Puis je pense que ça fonctionne bien. Oui, et tout a été construit autour de 3 éléments importants qu'on rappelle tout le temps. Il y a le framework, évidemment, il y a les outils, mais il y a surtout le mindset. Donc, 3 éléments qui reviennent souvent là, dans nos activités puis dans nos rappels. Pouvez-vous nous en dire plus sur le cadre, le framework, comme vous dites? Oui, en fait, on est allé avec une équipe Scrum. Puis on a eu, à un petit moment donné, une deuxième équipe qui s'est greffée pendant quelques semaines. Mais c'est un Scrum de 3 semaines avec un Product Owner, un Scrum Master puis une équipe. Puis assez traditionnel là, dans une approche là, de Scrum. Merci. Et chez Vosker, ça s'est passé comment? Après la fameuse rencontre où on s'est dit l'agile serait peut-être une solution intéressante, j'ai pris contact avec le coach agile qui existe déjà dans l'organisation, puis j'ai demandé de venir nous
nous donner, si je peux dire, une mini-formation, nous dire ben, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, parce que nous, on est... moi, j'avais des petites bases, mais le reste de l'équipe, pas du tout. Fait que je te laisse partager la suite. Oui, ben, nous, tu sais, c'était pas organisé, structuré comme vous, là, pas pantoute. Donc, nous, c'est avec justement notre coach Agile, tu sais, on a décidé ensemble on a eu une planification, une rencontre où est-ce que, pour la première fois, où est-ce qu'on a vraiment mis toutes nos initiatives en commun pour pouvoir justement, puis aussi on s'est donné justement le OK de tout le monde d'embarquer en fait dans cette aventure-là. Exactement. Puis lui est venu structurer, dans le fond, en nous disant, ça. ben, OK, là, vous pourriez avoir des kick-off sprints, vous pourriez faire des mi-sprints, des PI planning une fois au trimestre. Fait qu'il est venu un peu nous structurer, nous amener avec, nous apprendre à comment travailler avec Jira. Fait qu'il est venu comme nous donner les bases de la méthodologie. Exact. Patrick? Ouais. Ce qui me vient en écoutant les deux histoires, c'est que vous avez tous les deux compagnies, osé d'aller expérimenter quelque chose hors des sentiers battus que vous étiez habitués, c'est ça? Absolument. Puis c'était vraiment, on voulait s'inspirer pour pouvoir être capable de nous donner une base pour mieux collaborer, d'avoir une meilleure visibilité pour travailler ensemble, de mieux comprendre les réalités de chacun des membres de l'équipe. Donc, c'est ça, c'est beaucoup plus de l'inspiration parce que je vous écoutais parler, puis j'étais comme, ah non, nous, on n'avait pas de framework de ci, de ça, là. Mais oui, c'est un peu ça. Et est-ce que ça a été difficile d'aller chercher l'accord des gens de vouloir faire ce changement? En fait, il y a eu dépendamment des personnalités, puis ce qui a été difficile pour certains, c'est de dire « Ah là, on va être obligé de se servir d'un outil, de rentrer tout ce qu'on fait dans un outil. C'est comme lourd, ça nous rigidifie dans une méthodologie, alors que la méthodologie devrait être au service de nous. » Fait qu'il y a eu ce type de résistance-là, mais je pense qu'on était tous d'accord pour se dire « Le statu quo n'est pas une option, essayons quelque chose. » Puis moi, j'apprécie ou je vais souvent suggérer une genre d'approche pilote. On le pilote, on l'essaye, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on va s'ajuster, roulons avec ça. Mais essayons-le. Fait que je pense qu'il y a eu, comme je disais, résistance par rapport à l'outil. Puis après, de dire, bien, par contre, essayons-le, on se lance, puis on verra ce que ça donne. Et donc, quand on parle de pilote, vous avez fait ça sur un plus petit groupe? Vous avez commencé comme ça? Dans notre équipe à nous, mais on est à peu près 12 personnes dans l'équipe de Talent Culture. Fait qu'on s'est dit, testons-le dans notre équipe, mais si on voit au bout de 6 mois ou 9 mois, là, après 3 planifications trimestrielles, que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on va s'ajuster. Là, on n'a pas signé un contrat avec personne là, qu'il fallait être pris avec ça. Là. Ouais. Et donc, ça a perduré par la suite? Absolument. Oui, absolument. Clairement, on a plein de belles choses à partager. Excellent. Je peux peut-être ajouter un mot. Ouais. Quand on présente l'agilité, on l'a fait chez Lyon, tout le monde fait « Oui, on y va, c'est parfait, tout le monde est d'accord. » Puis quand on explique un peu plus en détail, là, il y a des réticences, c'est sûr. Vous allez solliciter les utilisateurs constamment? Ben oui, on a besoin de le faire. Et on est en Scrum, puis on valide ce qu'on fait à chacune des livraisons. C'est sûr qu'à partir du moment où on explique un peu ce qu'on fait, il y a un petit peu de réticence, mais la clé, c'est vraiment de l'accompagnement, là, autant au niveau de l'équipe qu'au niveau des directeurs, de l'exécutif, etc. C'est un bon point que tu amènes, Pierre, un bon point. De mon expérience passée, j'étais déjà dans le mode partie de l'expérience de l'utilisateur. Fait que c'est comme si ce qu'on avait déjà construit dans les dernières années partait de l'employé. On se disait, OK, quelle expérience on veut faire vivre à nos employés? Fait que le virage en agile, c'était pas un si grand décalage que ça par rapport à cet aspect-là, à tout le moins. Là. Ouais. Excellent. Bien, je reviens à Lyon. On parle d'obstacles, de résistance. Ça a été quoi vos plus grands défis? Nous, c'est certain que la disponibilité des ressources reste quand même un enjeu, là. Ça, c'est clair. Force est d'admettre que les opérations RH n'arrêtent pas pendant qu'on transforme leurs opérations, leurs processus. Ça continue, la roue continue de rouler. Donc, c'est certain que ça a été un enjeu pour nous. On a quand même réussi à, je vais dire, hijacker un petit peu l'équipe. On a réussi en parallèle là, de créer une deuxième équipe temporaire juste pour nous aider avec la gestion des données, parce que ça, c'était un enjeu au niveau de la qualité et de la disponibilité des données.
Donc, on a réussi à créer une deuxième équipe parallèle. On roulait sur des petits sprints d'une semaine, en même temps qu'on roulait sur nos sprints de 3 semaines pour le développement du système. Donc, ça a été une solution qu'on a trouvée pour concentrer les efforts dans une période donnée sur ce plan-là. Oui, exact. En fait, on a un contexte où ni les personnes chez Lyon, ni le fournisseur avaient une disponibilité de 100 %. Fait que pour une équipe agile, c'est vraiment pas l'idéal. Mais quand on est capable de négocier tout ça au planning, il y a moyen quand même de s'arranger là, pour avoir quelque chose qui se livre d'intéressant là, à chacun des sprints. Et donc, vous, non seulement vous avez adopté l'agilité à l'interne, mais vous l'avez enseigné à vos fournisseurs aussi. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, il faudrait peut-être leur envoyer la facture. Mais oui, effectivement, il n'y avait aucune expérience en agilité, puis on a vraiment pris le temps de le faire avec eux, parce qu'on s'est dit que c'était un investissement là, pour du moyen-long terme. Là. Je pense qu'on a été assez chanceux du fait que notre intégrateur était très ouvert à ça, puis ont été sélectionnés des joueurs qui avaient cette ouverture. Donc ça l'a aidé à ce qu'il soit ouvert et à la facilité d'apprentissage de ce processus-là. Même chose du côté RH, on a quelques joueurs là, du côté interne chez Lyon qui se joignent à nous, qui sont avec nous à tous les sprints même. Donc, pas juste moi, on est quelques-uns. Puis il y a d'autres personnes, d'autres ressources qui viennent entrer et sortir selon le besoin et du contenu du sprint qui viennent ici et là. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire avec vos fournisseurs? Qu'est-ce qui nous a donné? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire comme ça avec... En fait, on savait d'emblée qu'on allait avoir besoin de fournisseurs parce qu'à l'interne, on n'avait pas les ressources qu'il fallait pour mettre le système ou la solution ou le produit en place. Donc, on savait déjà qu'on allait avec un fournisseur. Puis là, dans les discussions et même au niveau de la négociation de contrat, le terme d'agilité est arrivé. Je sais que négociation de contrat, agilité, là, c'est pas, ça se marie pas bien, mais il faut faire des concessions. Mais ce terme-là a été abordé et la façon de travailler a été même inscrite dans le contrat, comme quoi on allait avec du Scrum, avec de la livraison itérative, l'ajout de valeur en continu. Excellent. Mildred, chez Vosker, qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'était beaucoup l'opérationnel. Tu sais, on partait avec des initiatives, OK, on part le sprint avec ça, tout ce pipeline-là d'activités, mais sans prendre compte le day-to-day ou les imprévus qui pouvaient arriver. Donc, ça a été un des enjeux et que par la suite, on s'est adapté, puis on prenait des plus petits morceaux, puis on découpait un peu mieux nos tâches pour pouvoir y arriver. Patrick Sonnet, je serais curieux de savoir, toi, de ton expérience, quels pourraient être les plus grands défis qu'une organisation en ressources humaines pourrait faire face? Dans les défis que je peux penser, c'est le temps. Parce que, de mon expérience, quand tu commences une expérience en agilité, souvent, tu es déstabilisé par ce que tu faisais avant. Tu ralentis un petit peu ce que tu es en train de faire pour changer puis commencer tes nouvelles pratiques. Donc, ça peut être un défi. Le monde peut voir comme il y a moins de livraison, mais c'est pour aller plus vite après. Ça prend un peu ce mindset-là, justement. Puis c'est ce que j'entends, le mindset semble déjà être en place. Les joueurs qui arrivent, qui ont déjà un peu l'élan. Hurrah, l'agilité, sans même savoir c'est quoi. Donc, il y a ça. Puis, ce qui me vient, c'est on dit faire des expériences, puis dans les défis, mais il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs puis des gaffes. Ah oui. Parce que ça va arriver. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, puis est-ce que ça va freiner l'élan parce que tu veux pas, c'est ça, tu veux paraître bien, puis on sera vulnérable dans faire des expériences. Donc, je vois les têtes, là. C'est quoi les erreurs? Hein? Je ne sais pas. C'est ce qui me vient. Oui. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais on a comme frappé un mur à un moment donné après notre 3e PI planning ou planification trimestrielle. On a comme frappé un mur en disant, bien là, il me semble qu'on n'avance plus, qu'on est-tu correct?
Puis là, bien, ce qui a été intéressant, c'est que le coach Agile qui nous accompagne a dit « Ah, bien là, c'est intéressant, vous venez d'accomplir quelque chose, vous comprenez maintenant qu'est-ce que vous faites. Puis là, bien, ça veut dire que vous êtes mûr pour passer à l'autre niveau. Fait que, est-ce que c'est un apprentissage ou peu importe, mais voilà. L'idée, c'est d'apprendre de toutes les petites... Si on appelle une erreur, là, l'idée, c'est d'apprendre de ça, puis aller au-delà. Exact. Et je suis curieux, chez Lyon, quel a été l'impact que le fait que les ressources humaines deviennent plus agiles, quel a été l'impact chez les employés? En fait, c'est l'équipe d'implantation qui est en agilité. Donc, les opérations ressources humaines day-to-day ne sont pas sous le profil de l'agilité. Par contre, on a une semi-transition du côté de l'acquisition de talent. Au day-to-day, c'est vraiment l'équipe en soi. Par contre, lorsqu'elle transforme en mode projet sur notre implantation, mais là, c'est là qu'eux viennent intégrer ça. Comme j'ai mentionné, l'acquisition de talent, ils ont été super curieux et intéressés par ça. Puis, je sens que ça s'en vient. Là. On a déjà eu des discussions avec eux pour intégrer l'agilité dans l'acquisition de talent. Et puis, je pense qu'ils vont le faire là, sous peu. Ouais. Donc, l'effort va continuer, va être élargi. Oui, puis tranquillement, les gens commencent à comprendre vraiment le pourquoi on s'est dirigé vers cette orientation-là. Je donne souvent l'exemple, un exemple très concret, la différence entre livrer justement une solution puis un produit. Livrer un organigramme dans un système RH, ça prend un sprint, c'est facile, mais si l'organigramme il est vide ou il y a des erreurs partout, ça ne fonctionne pas. L'utilisateur n'est pas en mesure d'utiliser justement la solution qu'on met en place. Donc, on a beaucoup expliqué aux gens, puis heureusement, là, le mindset commence à changer. On vous livre un produit, on ne vous livre pas une solution. Là. Donc, il n'y a pas juste l'organigramme, il y a les gens qui vont dedans à la bonne position, au bon poste, avec toutes les personnes correctement. Et chez Voscar, quel a été l'impact? Le plus gros impact, il y a eu lieu à notre première journée de planification trimestrielle. Je pense qu'on va tous se souvenir de ce jour-là où on a fait la mise en commun de ce qu'on avait à livrer dans l'équipe Talent et Culture pour les 3 prochains mois. Puis là, on a tous vu l'ampleur de OK, là, il y a un goulot d'étranglement à ce moment-là. La business est dans son pic, les gestionnaires sont super occupés, puis nous, on s'en vient livrer 3 gros projets. On réalisait qu'il y avait des personnes dans l'équipe qui étaient plus occupées que d'autres à certains moments. Fait que ça a créé, le plus gros gain, ça a été de constater ça. Puis après ça, bien, il y a plein d'autres gains. Là. C'est que là, tout d'un coup, on a dit, bon, bien là, on peut créer de la polyvalence. Toi, peux-tu venir aider dans cette équipe-là? Elle a dit, bien moi, je suis moins occupée à ce moment-là, je peux y aller. On a déplacé des livraisons pour la business dans des moments qui sont beaucoup plus pertinents. On a aussi brisé la perception sur la capacité. T'sais, avant qu'on travaille en agile, il y a des gens dans l'équipe qui disaient, bien moi, je suis pas occupée, elle ne l'est pas. Mais tout ça, c'est un peu difficile. En tombant en agile, on a fait, ah ben là, je le vois, on est capable très concrètement de gérer la capacité. La collaboration est plus facile. Fait que ça, je dirais, c'est les gros gains. Oui, mais aussi la visibilité des priorités, parce que des fois, ma priorité, c'est priorité 1, mais quand tu as la visibilité de tout l'ensemble des priorités de l'ensemble de l'équipe, là, tu te dis, aïe, aïe, OK, ben c'est rendu une priorité 3, donc je peux aider, contribuer. Puis c'est aussi toute cette visibilité de comprendre aussi un peu plus la réalité des autres membres de l'équipe. Donc oui, la collaboration, la communication, donc tout ce que tu as dit. Oui. Donc, si je comprends bien, ça vous a aidé à mieux planifier et à replanifier ou à, du moins, réajuster. Oui, puis ça nous a aussi alignés vers un objectif commun, tu sais, de bien servir la business. Donc, il y a cet aspect-là aussi, là, oui. Bon, je pourrais en parler jusqu'à demain matin, là, tous les bienfaits de cette méthodologie, mais oui, ça nous a vraiment fait du bien. Oui. Luc, toi, excuse-moi, Patrick, on pourrait s'attendre à quoi comme impact, selon toi, dans une organisation RH? Bien, si je reprends un peu, c'est l'exemple ici chez Vosker. Ils ont passé de l'opacité à quasiment la grogne, vers la clarté, la transparence, du sens, parce que soudainement, c'est ça que tu fais, Mildred, de tes journées? C'est ça. Mon Dieu, tellement. Donc,
il y a le gros impact, puis vous l'avez dit un peu, ça fait émerger la collaboration, ça fait émerger les interactions qui sont plus humaines, les gens vont s'entraider. Puis je rajouterais aussi même, ça a permis à certaines personnes de se développer, donc dans des expertises que jamais ça aurait pu arriver. Ça Donc, brise les silos. Exactement, oui. Ouais. Donc, d'amener cette agilité, cette visibilité, cette transparence, ça augmente l'empathie. Oui. Ben oui. Oui. Nous, on est dans la conférence Fair. l'humain au cœur de l'agilité. Hein. vraiment C'est ça. effectivement, pour moi, l'agilité, c'est humain aux ressources humaines dans n'importe quel département, mais ça, c'est ma grande croyance. Et donc, si vous aviez chacun une leçon à retenir ou à partager avec notre public par rapport à ce que vous avez vécu, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, de mon côté, je pense que ce qui nous démarque, c'est qu'on a une approche très, très humaine, justement, dans l'agilité, dans le cadre de notre équipe. Je pense que la première chose que j'ai faite, là, on a commencé notre premier sprint, là, à la fin du premier call, j'ai pris tout le monde, j'ai fait là, je veux que tout le monde sache qu'on a droit à l'erreur, on est ensemble en équipe. J'ai vraiment pris le temps de rassurer tout le monde. Je pense que ça s'est senti rapidement, puis même les membres de notre équipe, tous ensemble, on arrive à créer quelque chose de très, très humain. Je pense que l'empathie et la transparence font définitivement partie de notre quotidien. Je pense que ça, c'est clé pour réussir. Ça représente un gros défi de travailler avec un fournisseur externe parce que le principe d'agilité donne droit à l'erreur. Puis il y a beaucoup d'ajustements, il y a beaucoup d'innovation à l'intérieur même de chacun de nos sprints. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas bien, c'est facile de pointer du doigt le fournisseur parce que c'est tout le temps le meilleur coupable. Mais quand on forme une équipe agile, il n'y en a plus de fournisseurs, il n'y a plus d'employés Lyon, il y a juste une équipe qui sont là, tout le monde ensemble avec la même mission à livrer de la valeur à l'entreprise. Fait qu'il y a eu des petits débordements où il y a eu du pointage de doigts, c'est sûr le fournisseur il ne fait pas ce qu'il faut ou il devrait en faire plus, tout ça. Je pense que Sarah et moi, on a réussi à bien ramener cette sécurité-là à l'intérieur de l'équipe, mais ça a été un défi, c'est sûr. C'est arrivé à quelques reprises qu'il y a eu justement des petits, soit des manques de communication ou quoi que ce soit au niveau des attentes. Puis finalement, on adresse la situation de façon très, très humaine. On trouve la source et on trouve des solutions surtout, puis on se concentre vers l'avant. Je pense que cette approche-là est vraiment clé pour nous. Mélanie, une leçon? Je dirais l'agilité, c'est un mindset. Puis, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de se rigidifier dans la méthodologie. Je l'ai dit tantôt, il faut que je me répète, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là puis de dire, bien, la méthodologie est supposée être au service de ce que je veux accomplir. Parce que sinon, on dirait qu'on on a une vision un petit peu plus aiguë, puis on se perd un peu dans la méthodologie, puis on perd de vue ce qu'on cherche à accomplir. Fait que ça serait ça. Merci. Mildred? Moi, le mot, là, ce serait la visibilité. C'est d'être capable de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, d'être aligné aussi, de prendre mon initiative ou mon projet, puis de voir, bien, ça impacte qui, ça s'inscrit dans quoi. Donc, oui, la possibilité de voir aussi qu'est-ce que l'autre fait, donc visibilité. Patrick, on pourrait s'attendre à quoi comme... Les leçons? Un petit pas à la fois. Vraiment, on parlait d'expérience, oser, d'essayer des trucs qui font que ça a l'air un peu comme bizarre d'essayer, mais à la fin, il y a une raison pourquoi on l'essaye, que ce soit des cadres Scrum ou Kanban, par exemple. Moi, la leçon que j'aime bien partager, c'est amener du sens sur pourquoi on veut faire de l'agilité. Aujourd'hui, c'est facile. J'entends ici au moins 2 exemples qu'il y a eu du succès, mais si vous ne l'aviez pas fait, qu'est-ce qui aurait arrivé? Puis les gens ont embarqué parce qu'ils sentaient un besoin que ce soit les gens qui ne se comprenaient pas trop, ou ben non, un gros projet qui a besoin d'être livré dans un temps. Il y avait une raison pourquoi que ça avait du sens d'aller utiliser le cadre agile avec le mindset agile. Donc, il y a plein de belles vertus à l'agilité à la fin.
Je reviens vers Lyon. On a parlé un peu plus tôt que vous êtes en train d'élargir potentiellement aux acquisitions de talents. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Vers où vous en allez? Par rapport à ça, mais nous, c'est certain que notre plan A, c'est vraiment mettre en place le système. On rentre en mode livraison là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est sûr, c'est une grosse période qui s'en vient dans les prochains mois. Après ça, pour les autres équipes qui désirent aller en agilité au sein de Lyon, Patrick fait partie de l'équipe des coachs. Oui. En fait, on accompagne les équipes. On va toujours faire une espèce de diagnostic, soit avec les équipes d'ingénierie, soit les équipes de développement logiciel. On fait un petit diagnostic. Est-ce que l'agilité se prête bien à votre contexte? Puis quand la réponse est oui, ben là, il y a de l'accompagnement qui commence. Puis comme on a monté déjà une formation pour une équipe, ben on serait fou de ne pas la réutiliser. Donc, on a monté une espèce de formation dans Klaxoon très interactive avec des ateliers, du théorique, mais aussi des ateliers. On a ouvert la porte aux autres équipes à commencer à faire de l'agilité. Il y a déjà quelques équipes qui le font déjà, mais bon, il y a toujours place à l'amélioration, c'est sûr. Et donc, on touche un peu à l'agilité à l'échelle à ce moment-là. Et selon vous, quels pourraient être vos prochains obstacles? Eh boy! Je pense que c'est encore les ressources. Un contexte manufacturier, des personnes qui sont 100% dédiées dans le développement, l'innovation de quelque chose, c'est plus difficile d'avoir 100% de ressources dans une équipe. On est chanceux d'avoir une entreprise où on est habitué d'avoir du changement puis à faire volte-face très, très rapidement. On est très, très, je veux dire globalement, agile, non pas de méthodologie, mais plutôt de contexte, quoi que ce soit. Donc, on est, en termes de gestion de changement, on est quand même en bonne situation, je dirais. Fait que comme Patrick le disait, je pense que les ressources, parce que tout le monde est très, très, très occupé. Puis il faut travailler très fort avec les gens qui croient, qui connaissent bien l'agilité, mais qui, en pratique, c'est un peu plus complexe. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement à faire, justement, de ces personnes-là, que ce soit au niveau des employés ou au niveau des dirigeants ou de la direction. Il y a un travail continu à faire à ce niveau-là et il n'y a pas nécessairement de personnes dédiées à ça. Donc, c'est ça les principaux défis. L'entretenir, en fait. Fait que s'il y a personne pour entretenir ça, pour maintenir l'agilité, ben nous, on est chanceux parce qu'on est vraiment dédiés à ça, puis on est assez, je dirais, disciplinés dans notre pratique, dans notre quotidien là-dedans. Puis le reste, à voir si d'autres équipes qui veulent intégrer ça, ben ont les ressources ou du moins la disponibilité pour maintenir ça. Merci. Et Mélanie, chez Voscare, quelles seraient les prochaines étapes? Je dirais que la prochaine étape va être peut-être de voir la méthode s'applique extrêmement bien pour les gens dans l'équipe qui sont en mode projet. Toute l'équipe est en mode agile, mais on dirait que ça laisse un peu de côté les gens, exemple, qui sont partenaires d'affaires, talent et culture, puis qui accompagnent des gestionnaires à la journée longue. Là, c'est comme plus difficile, c'est plus difficile pour eux, tu sais, de contribuer ou que pour nous, on voit qu'est-ce qu'ils ont à livrer. Fait que j'aimerais qu'on soit capable ensemble d'arriver à une méthode qui nous permettrait de nous donner une visibilité un petit peu plus globale. Fait que ça serait comme notre prochain défi, je dirais, dans notre équipe à nous. Puis après, c'est sûr de voir comment on peut partager ce qu'on a fait puis nos accomplissements au reste de Vosker puis aux autres équipes. Bien entendu, ça vit au niveau de l'équipe de technologie, mais il y a certainement plein d'autres équipes dans l'organisation qui pourraient le faire vivre. Oui. Patrick, toi, par rapport aux deux entreprises, peut-être tu as des pistes de solutions que tu pourrais partager pour faire face à ces défis? On parlait d'aller plus loin, puis tu as parlé, Sarah, de l'équipe RH. Oui. Et en ce moment, ils n'ont pas embrassé la méthode agile. On est trop pris par des opérations quotidiennes, un petit peu comme Mélanie. Je dirais que quand il y a un événement qui arrive, elle doit être adressée dans l'instant. Fait que c'est un petit peu plus difficile à planifier, au final. Et une piste de solution, peut-être ça va résonner, Pierre, c'est peut-être essayer Kanban dans leur contexte. Oui. Et pas Scrum, peut-être. C'est une piste. Ça pourrait être intéressant à essayer, absolument. Oui, ça rend visible le travail de chacun.
peu comme ce qui est arrivé chez Vosker. Parfait. Ce qui me ramène à la question du panel, est-ce que l'approche agile est adaptée aux ressources humaines? Bien, assurément. Sinon, on ne serait pas ici. Mais moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est pour une entreprise, mais aussi pour des employés, mettre les utilisateurs au cœur de la solution. Non seulement ça leur plaît, mais en plus, ça permet de s'assurer d'ajouter de la valeur concrètement à l'organisation. Une chose qu'on a faite du côté de Lyon, que j'ai expérimenté par le passé, mais qui, encore une fois, a été très bénéfique, c'est qu'on a inclus non seulement des gens techniques dans l'équipe Scrum, mais aussi des gens de la business. Donc, il y a des gens RH qui livrent de la valeur et qui livrent du contenu à l'intérieur de notre équipe. On n'a pas seulement une équipe technique. Fait que ça permet deux choses. Ça permet, un, de s'assurer qu'on est vraiment en ligne avec ce qu'on a besoin de mettre en place. Puis en même temps, c'est un premier outil de validation futur, là, quand on va avoir à le démontrer au niveau du sprint review. Mais à ce moment-là, on a déjà une petite idée de comment ça va se passer. Fait que c'est vraiment une valeur ajoutée. Mildred? Moi, je dis que oui, c'est sûr, mais c'est, encore là, si je reprends tes mots, Mélanie, c'est de s'inspirer de la méthodologie, plutôt de dire, ah oui, on va faire ça by the book, le framework, etc. Donc, de vraiment, encore là, de reprendre notre intention, notre besoin et d'utiliser justement, de s'inspirer de cette méthodologie. Donc, moi, je dis oui, puis foncez, puis allez-y, là. Il y a vraiment des bienfaits, oui. Est-ce qu'il y en a qui disent non? Ah non, moi, je ne dis pas non. Je dis qu'il faut... parce que dans le fond, si je me reporte à novembre 2022, où est-ce qu'on était, le statu quo n'était pas possible. L'agilité est venue nous amener dans un autre niveau de collaboration, de visibilité. On a tout nommé les avantages. Fait que pour moi, est-ce que l'agilité est possible en RH? 100%. Excellent. Et pour terminer, s'il y a d'autres entreprises ici qui veulent peut-être se lancer dans l'agilité au niveau des ressources humaines, quel pourrait être un conseil que vous pourriez donner pour démarrer l'initiative en 1 minute? À mon avis, il faut vraiment s'assurer d'avoir l'engagement de l'équipe vers l'agilité. Si on n'a pas l'engagement de l'équipe, ça ne sera pas un facteur de succès, là. Donc, à mon avis, de leur présenter qu'est-ce que c'est, être transparent sur quelle est cette façon de travailler-là, de collaborer ensemble, quels sont les bénéfices surtout, puis leur s'assurer qu'ils voient les bénéfices assez rapidement aussi. À mon avis, ça, c'est clé. Oui. Je dirais, Patrick, tu m'as inspiré dans ce que tu as dit tantôt. Je pense que si on part de à quel problème on veut répondre, c'est quoi qu'est-ce qu'on a comme défi pour lesquels l'agilité va nous débloquer. Fait que là, on dirait que quand on part de ça, bien, on se dit, on va trouver des solutions. Fait que ça serait le point de départ. À quel problème on veut vraiment répondre? Oui, puis oui. Et il y en a qui résistent. Tantôt, dans vos histoires, j'entends qu'il y en a beaucoup qui ont quand même joué le jeu, mais il y en a qui résistent. Puis la piste que j'ai pour ces gens-là, c'est des écouter, de voir qu'est-ce qui... Parce que c'est ça, il y a de l'inconnu, hein? Quand on plonge, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Écouter ceux qui résistent, puis essayer de voir avec eux, au fur et à mesure qu'on avance, ça y embarque, pas. C'est ça qui me vient, là, dans le sens que chaque personne est différente, puis c'est pas tout le monde qui va sauter à pieds joints dans cette aventure-là. Donc, essayer de travailler avec eux, voir comment ça peut être plus facile pour eux, la transition. Je vais faire du pouce aussi sur ce que vous dites. Moi, je dirais, en plus, établissez des ententes avec les gens qui vont graviter autour de l'équipe en tant que telle. Parce que il y a souvent une mauvaise compréhension, il y a souvent des perceptions, des attentes par rapport à la mise en place de l'agile.
Donc, essayer de faire des attentes, en fait, de gérer les attentes, oser, explorer, soyez transparent, puis surtout, ayez du plaisir. C'est important, ça. Excellent, merci. Donc, on va terminer le panel ici. On va passer aux questions du public. Mais juste avant, une bonne main d'applaudissements pour nos panélistes. Je suis là, je suis de retour. Donc, je vous explique un petit peu la période de questions. C'est très simple. Si vous avez une question pour nos panélistes, on vous invite à vous avancer à l'avant. Il y a 2 micros qui sont disponibles pour vous à l'instant. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Alors, afin que, bien sûr, on puisse bien vous entendre, étant donné qu'on est près de 1000 personnes. Donc, il y a déjà quelqu'un qui semble s'avancer. Et peut-être préciser à qui vous voulez poser la question. Exact. Alors bonjour, ma question ça s'intéresse plus pour Lyon. Vous parliez que vous vous étiez arrimé avec des fournisseurs dans votre agilité. Ma question c'est plus comment est-ce que vous avez fait pour que les fournisseurs se synchronisent avec votre agilité ou est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est plus une relation, j'ai envie de dire, pas dominant-dominé, mais le fait de dire que vous avez dit « arrimez-vous à nos sprints, on a besoin de telle ressource pour tel moment » ou ça a été un peu plus collaboratif, plus facile? C'était quoi les défis par rapport à ça? On est une équipe. Fait que oui, c'est les intégrateurs, oui, c'est Lyon. On a fusionné tout ensemble pour faire une équipe. Donc, on a tous les membres de l'intégration qui sont avec nous à tous les jours. On a nos scrums. Ils font vraiment toutes les cérémonies avec nous. Donc, on est vraiment une équipe intégrée. Puis je pense que c'est ça. Oui. Puis, c'est important de discuter de ça avant la signature du contrat. Parce qu'après, selon moi, c'est pas une bonne idée de le faire après. L'engagement, parce qu'un contrat, c'est un engagement, mais il faut que l'engagement soit aussi dans l'approche de travail avec client, fournisseur. Si on n'avait pas été en mesure de le faire avant la signature du contrat, on aurait eu de la difficulté. On leur a même expliqué que le choix de notre fournisseur, puis éventuellement de notre solution, le fait de le faire en agile allait influencer notre choix de fournisseur. Donc, c'est sûr que ça aide à l'ouverture d'esprit à ce moment-là. De cette façon-là, quand on arrive dans le concret puis dans le quotidien de tous les jours, les gens sont prêts. Ça, puis évidemment, la formation, là, il n'y avait aucune connaissance de l'agile là, quand ils sont arrivés. Merci pour votre question. On peut passer au suivant? Oui, la question s'adresse à, dans le fond, tout le monde qui a expérimenté Agile avec RH. Pour RH, c'est quoi votre produit? C'est quoi vos utilisateurs? Puis, pouvez-vous me donner, en lien avec ces deux choses-là, un exemple d'incrément que vous avez livré? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si ma réponse va être bonne. Je peux me lancer. Nos utilisateurs, c'est les employés et les gestionnaires. Là, je ne suis pas sûre de la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on utilise? Notre produit. C'est quoi votre produit? Exemple, je vais dire exemple de produit, l'organisation du lancement annuel qui a lieu en avril de chaque année, qui est finalement un gros événement au cinéma. On le planifie en agile, puis on fait un calendrier inversé où on se dit, OK, voici ce qu'on va livrer. Nous, on fait des sprints de 2 semaines. Fait qu'on se dit, voici ce qu'on va livrer dans le trimestre, puis voici ce qu'on va livrer à chaque 2 semaines. Fait que ça, c'est un bon exemple, mais on rentre tout. Fait que le cycle annuel, les évaluations annuelles, les rencontres de performance. Exactement, de gestion de performance, mais aussi les tables rondes de succession. Peu importe, tout ce qu'on fait, on le rentre dans l'agilité. Et monsieur demandait un exemple d'incrément. Est-ce que vous êtes capable de le livrer en morceaux? Oui, absolument. Puis là, je ne sais pas si c'est la bonne réponse en disant, oui, on livre en morceaux. Nous, on se dit, OK, quelle valeur on veut créer dans ce prochain sprint-là par rapport, exemple, au lancement annuel? On se dit, voici, on va avoir envoyé l'invitation ou on va avoir réservé le cinéma. Là, je dis n'importe quoi, je donne des exemples disons, détaillés, mais c'est le genre d'incrément qu'on peut avoir. Oui. Parfait, merci. À vous? Oui, ma question s'adresse surtout à ceux qui ont vécu l'agilité côté IT et côté ressources humaines en même temps. En fait, si je n'avais pas su que c'était ressources humaines, j'aurais probablement pas su du tout que ça ne s'appliquait pas à IT, ce qui a été mentionné sur le stage à date. Donc, ma question, c'est quoi les différences que vous avez vues entre l'agilité en IT et l'agilité dans un autre contexte?
peux peut-être répondre. J'ai travaillé avec des équipes d'agilité en assurance, du côté RH évidemment, mais aussi du côté de développement de solutions logicielles aussi. La différence, en fait, elle est vraiment dans le produit à livrer. C'est vraiment la grosse différence. Dans tous les cas, que ce soit une solution technologique, un produit ou peu importe, il y a toujours un humain autour qui va l'utiliser. Donc, on ne redéfinit pas, puis là, je pense que vous l'avez entendu aujourd'hui, on y va de façon assez traditionnelle, que ce soit RH ou d'autres secteurs d'affaires. L'important, c'est vraiment l'utilisateur en bout de ligne. Il va utiliser le produit qu'on met en place. Est-ce que ça va satisfaire à ses exigences? Et est-ce que ça amène de la valeur à l'entreprise? Maintenant, que ce soit un produit RH ou autre chose, il n'y a pas grande différence. Merci. Merci. Bonjour, la question s'adresse à tous. J'aimerais savoir, vous avez beaucoup parlé de comment vous avez organisé votre travail, comment vous avez changé votre équipe interne, mais quelle est la valeur, comment vous avez perçu la valeur amenée à votre principal client, qui est les employés et les gestionnaires? Donc, comment vous avez mesuré ça et quel feedback vous avez reçu de ça? Nous, on n'a pas encore livré, donc c'est sûr qu'on est à veille de le faire. J'ai très hâte d'ailleurs. Donc, pour revenir à notre contexte, notre framework, dans le fond, on est vraiment, on a nos sessions, nos plannings, nos refinements à toutes les semaines. À chaque fermeture de sprint, on a notre fermeture, on a le sprint reviews, sprint rétro. Donc, on a vraiment un frame assez classique, là, selon moi. Puis, en termes de mesures de satisfaction, c'est certain qu'on va y arriver. Je ne sais pas si on a des plans sur... Bien, je vais te dire, je ne suis pas d'accord avec toi qu'on n'a pas livré. On a livré. Je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est vrai que la solution technologique qu'on met en place, elle doit être faite dans le futur prochainement. Puis, au niveau de la solution technologique, ce n'est pas encore en place. Par contre, on a redéfini plein d'organigrammes, des gens, on a positionné, on a défini leur poste. Fait que ça, c'est du peu RH. On a regardé très attentivement des processus, on a revu des processus, on a mis en place quelques items. Puis vraiment là, la différence entre le produit et juste la solution, là. Donc, ça, on l'a travaillé très fort. Fait que, Puis pour ma part, moi, je vais passer beaucoup de temps avec l'équipe RH qui, pour nous, seront les utilisateurs principaux là, de la solution. Fait que c'est certain que je m'attends à avoir leur feedback au quotidien. Puis en tant que PO, ben, je vais m'assurer de ramasser tout ce feedback-là puis le prioriser aussi, là, voir si on a des solutions à améliorer de notre côté. La minute qu'on rentre en livraison en janvier, ben, c'est certain qu'on va avoir de plus en plus de feedback, selon moi. Là, donc, on aura tout ça à tenir en compte dans notre planning. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour. La question est pour Mélanie. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de ce constat que vous avez fait après un certain nombre de mois que vous arriviez dans un goulot d'étranglement. Puis vous avez parlé un peu plus tard de visibilité. Si on combine les deux, la visibilité sur ce goulot d'étranglement-là, ça se passait comment dans la pièce ou en commun? Vous avez réalisé le tout? Je ne sais pas si... Concrètement, comme on est arrivé à notre mise en commun? Oui. Super simple. On a collé des gros post-it, là, les post-it géants sur un mur. On a fait une flèche, puis on a marqué les 3 premiers mois, disons. La première fois qu'on l'a fait, c'est le trimestre de janvier à fin mars. Puis on a découpé janvier, tout ce 3 mois-là en 2 semaines. Puis là, tout le monde est venu déposer sur des post-it qu'est-ce qu'il y avait à livrer, puis quand est-ce qu'il pensait qu'il était pour le livrer. Fait que ce qu'on a constaté, c'est une grande flèche sur le mur avec plein de post-it concentrés à la même place, puis des semaines vides. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu coller, disons, dans nos discussions, qu'est-ce qui se passe dans business à ce moment-là. Puis on a fait, OK, là, ça fonctionne pas. Là. Premièrement, on va être bien trop occupés en même temps. Puis là, on va livrer beaucoup trop sur la business. Fait que c'est littéralement comme ça qu'on l'a fait. On n'a même pas rentré dans Jira à ce moment-là. On a juste dit, puis on a créé on l'a fait en atelier. Puis on a mis, au lieu de, dans l'équipe, dans le fond, il y a des spécialistes en acquisition de talent, des spécialistes en rémunération, des partenaires d'affaires, une personne en développement organisationnel, puis une autre en communication. Puis au lieu de dire, partez chacun de votre côté faire ce que vous avez à livrer, on les a mélangés en petits groupes.
Fait que là, ils ont commencé une première discussion sur ce qu'ils avaient à livrer, puis après, on a collé les post-it, puis on a fait notre beau grand constat que ça fonctionnait pas. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, les bons vieux post-it. C'est beau, Merci. super. Merci. Merci. Bonjour. Donc, c'est pas dans toutes les entreprises, mais il y a certaines entreprises où le département de RH et le département de Dev, TI, ingénierie sont quand même assez séparés. Je me demandais si vous avez vu un impact de travailler de des méthodes qui sont plus proches de ce qui se fait côté ingénierie entre les deux départements, s'il y a eu des impacts dans vos entreprises. C'est certain que je me sens très proche de l'équipe TI. On passe tout Et le le temps contraire. ensemble. Ben, en fait, c'est ça. Il y a vraiment l'échange de. Moi, c'est un RH, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et là, je baigne dedans depuis plusieurs mois. Là, donc, c'est sûr qu'il y a ce partage-là. Il y a l'empathie aussi, je pense, entre chaque personne. Là, vous comprenez un peu plus en TI ce qu'on fait. On comprend un peu plus les défis du côté RH. Donc, J'ai appris beaucoup du côté cybersécurité, tout ça. C'est un gros sujet. Donc, c'est certain qu'on est en très proche collaboration tous ensemble, architecture et tout ça. Donc, oui. Surtout avec TI. Après ça, pour les autres équipes, je ne sais pas si vous avez un impact de votre côté. Je dirais, parce qu'on a beaucoup travaillé avec le coach agile qui vient de l'équipe de TI, fait que lui, il avait énormément de bienveillance à notre égard. Il savait à quel point on partait de loin. Fait que c'est comme, je dirais, tu l'as dit, c'est beaucoup d'empathie puis de collaboration, mais sinon, je ne dis rien de plus, mais c'est tout ça. C'est une compréhension de part d'autre. Puis lui, ça lui permet aussi, parce qu'il nous accompagne une fois de temps en temps, il revient. Fait que lui, il sait d'avance ce qui va se passer. Fait qu'il aime bien ça. Il y a des scoops. Il y a des scoops, exact. Merci. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est ajouté, mais on va conclure vraiment avec les 3 personnes ici. Je vois que le compteur indique 1 minute 30. Par contre, il est moins 5, donc je pense qu'on est capable d'aller jusqu'à 14 heures pile, si on nous le permet, pour avoir le temps d'avoir les questions des 3 personnes qui demeurent. Alors, allez-y. Bonjour. Moi, en fait, c'est pour l'équipe de Lyon. Vous parliez tantôt que vous rencontrez d'autres équipes et que vous essayez de voir si l'agilité se prête bien à leur contexte. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que l'agilité se prête bien versus se prête pas bien. Il y a différents facteurs. Déjà, bon, il y a toute la constitution de l'équipe, que ce soit ingénierie ou peu importe le domaine. On doit vraiment évaluer si l'équipe est prête à travailler de façon différente, à innover un petit peu dans leur approche, leur façon de travailler. Il y a certaines choses qui se livrent moins bien en agile également. Tout ce qui est incrémental ou de façon itérative ne se prête pas nécessairement à toutes les équipes non plus. Fait que c'est ce genre de choses-là qu'on évalue. Moi, je teste énormément le mindset des gens. Et si je me rends compte que le mindset n'est pas très agile, ben je m'assure qu'il y a une ressource, quelqu'un pour les accompagner là-dedans. Si ce n'est pas le cas, j'émets un petit bémol puis je leur dis vous n'êtes peut-être pas prêts encore à aller de l'avant. Parce que sinon, toutes les équipes partent en agile puis ils n'en font pas. Hein? C'est ça qui arrive, c'est ça la réalité dans les entreprises. Donc, c'est un petit peu ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé le temps de poser la question. En fait, moi, je ne travaille pas dans le domaine de RH, c'est beaucoup plus dans l'ingénierie de développement logiciel, spécialement en assurance qualité. J'aimerais savoir, en fait, ma question a 2 volets, en fait, volet résistance au changement et puis volet place de l'individu dans l'agilité. J'espère que dans les processus que vous avez appliqués pour l'agilité, vous avez eu à rencontrer des difficultés avec des employés. Côté résistance au changement, si toutes les méthodologies de la résistance au changement qui ont été appliquées ne réussissent pas, est-ce que vous avez quelque chose de spécifique que vous avez utilisé dans ce contexte-là? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, j'aimerais savoir, sans la volonté de membres des équipes ou bien des individus, est-ce que l'agilité est toujours possible? C'est ça ma question. Merci. Moi, juste une parenthèse par rapport à ça, on a été surpris. Notre intégrateur nous a dit on a une nouvelle architecte qui rentre, mais elle ne sera pas agile, elle ne nous suivra pas. Puis finalement, elle a jumpé vraiment rapidement dans le mandat. Tu as sûrement une solution, toi? Bien, moi, la première chose que je fais avec les nouvelles équipes, c'est que je leur prouve qu'ils ne sont pas agiles en partant. Puis, j'ai développé un petit test pour ça, puis 98% des gens qui échouent. Puis je démarre vraiment avec ça, en disant,
vous avez été éduqués de la même façon que moi, avec l'école, le travail, tout ça. On ne réfléchit pas de façon instinctive en agile. Il faut faire un travail là-dessus pour changer notre mindset. Fait que quand tu fais de l'expérimentation, les gens ils en retirent avec une expérience puis une émotion, puis normalement, ça aide à faire la transition par la suite. Oui, il y a le mot performance qui me vient avec ce que tu dis. Le monde, on veut performer, on veut réussir, puis je ne connais pas ton test, là, on pourrait s'en parler. Oui, tu vas me Eh bien, merci pour votre question. Et on passe avec la dernière question de cette portion. Bonjour, je vais m'adresser à toi, Patrick, en premier, puis éventuellement les autres, vous pourrez appuyer après. La plupart du temps, dans une transformation agile, on va commencer par les TI. On dit que ce sont souvent eux qui commencent. Ce que j'aimerais savoir, c'est, selon vous, quand est-ce qu'on doit impliquer les RH? Quand est-ce que ça va être vraiment pertinent? D'impliquer les RH dans les transformations agiles? Dans la transformation, oui. Mon expérience, c'est aussitôt qu'on commence à parler d'équipes auto-organisées, ça, c'est dans mon expérience quand j'étais gestionnaire TI, quand j'ai commencé avec ces équipes organisées-là, j'ai impliqué les RH à comprendre que les gens étaient pour un peu décider qu'est-ce qu'ils étaient pour faire et que moi, en tant que gestionnaire qui disait quoi faire, j'ai dit à mes RH, j'ai dit, je ne vais plus dire qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils ont une liste, puis ils vont piger dans la liste quoi faire. Là, il y a eu comme une réaction, puis c'est là que moi, dans mon expérience, j'ai décidé d'impliquer les RH pour qu'ils comprennent qu'il y avait un shift qui se faisait tranquillement dans cette auto-organisation-là. C'est mon expérience. Donc, ce que je comprends, c'est que ce serait dès le départ, c'est ça? Très tôt. Pardon? Ce serait très tôt dans la démarche? Ah oui, absolument. En fait, si ce serait juste de moi, dans une organisation qui commence l'agilité au TI, j'essaierais de tout de suite commencer partout, peut-être même par les RH en premier. Ça, c'est pour qu'après ça, on puisse aller amener les RH dans les autres départements, parce que là, on parle de l'agilité au RH, mais les ventes, le marketing, le support clientèle, c'est le prochain panneau, non? Une autre année? Oui. C'est des humains dans les organisations, donc pour moi, c'est toute la même chose. Je ne sais pas si les autres, vous voulez... Merci, Laetitia. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Alors, Pierre, est-ce que vous souhaitiez conclure avec un petit mot? Oui, merci. En fait, merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci aux panélistes. Si vous avez d'autres questions pour eux et elles, vous pouvez venir au kiosque de Kanban Québec. On a un petit lounge et ils seront disponibles pour répondre à vos questions. Et moi, en conclusion, je trouve très motivant de voir qu'il y a un intérêt pour l'agilité à l'extérieur des TI, parce que c'est souvent par là qu'on commence. Alors, bravo à tous. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes. Merci beaucoup, Pierre, pour l'animation de ce panel. Et donc, on vous invite à vous rendre du côté du Salon des partenaires pour aller les visiter.